Le sport a cela d'unique. Il permet de vivre des émotions qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. À travers des épreuves sportives issues de tout sport et de tout niveau, j'aimerais te faire partager ma passion. Ferme les yeux, ouvre les oreilles et replonge dans ce moment magique. Bienvenue sur mon podcast « Laisse-moi te raconter ». Dans le précédent épisode, on a pu constater l'écrasante supériorité de Nadia. Elle était tellement forte qu'elle surclassait aisément ses adversaires et a fait passer son sport dans une autre dimension. Eh bien, imaginez maintenant un athlète tellement fort qu'il n'aurait aucune concurrence. Tant et si bien que même le temps n'aurait aucune emprise sur lui. Laisse-moi te raconter Alexander, l'ours russe. Si je devais faire une comparaison afin que chacun puisse prendre conscience du phénomène dont je m'apprête à vous parler, je dirais qu'Alexander, c'est Hulk. Vous savez, le super-héros à la force colossale. À quelques détails près. Pour commencer, Alexander ne change pas de couleur pour devenir vert. Ensuite, il n'a pas besoin de s'énerver pour devenir le plus fort. Enfin, bien qu'il ait un physique hors norme, rien de comparable à celui du film de 2003 où Hulk mesurait 4,50 m. Commençons par décrire la lutte avant de nous attaquer à notre héros. Enfin, s'attaquer façon de parler, parce que personne n'a envie de s'attaquer à lui. La lutte est un sport de combat pratiqué depuis l'Antiquité où la force, la technique et l'explosivité sont déterminantes. Au JO, il existe 3 types de lutte. La lutte gréco-romaine, dans laquelle les lutteurs ne peuvent utiliser que leurs bras et ne peuvent attaquer que le haut du corps de leur adversaire. La lutte libre, dans laquelle les saisies sont autorisées sur l'ensemble du corps de l'adversaire. Et la lutte féminine, qui est la version pour les femmes de la lutte libre, à l'exception qu'elle interdit les doubles clés, la double Nelson. Cependant, il faut savoir que la lutte ne s'arrête pas à ces 3 disciplines, puisqu'il existe une multitude de styles de lutte à travers le monde. La plus connue est la lutte japonaise, plus connue sous le nom de sumo. Mais il y a aussi la lutte sénégalaise, la lutte turque, la lutte indienne, la lutte russe, la lutte suisse, etc., etc. Mais revenons à Alexander. Alors, on commence par sa naissance. À sa venue au monde, il n'était pas ce qu'on appelle un petit bébé. Imaginez donc, en sortant du ventre de sa mère, en septembre 1967, le jeune Alexander pèse 5,5 kg. Oui, vous avez bien entendu, 5,5 kg. Les prémices d'un futur colosse tout droit venu de Sibérie. Il s'essaye à la boxe, mais ce n'est pas son truc. À 13 ans, alors qu'Alexander mesure 1,78 m et pèse 79 kg, un certain Victor l'invite à faire un entraînement de lutte dans son club. Ce Victor, ce n'est pas n'importe qui. Après avoir eu une carrière de lutteur, il a commencé très tôt à coacher des élèves et les a amenés à devenir les meilleurs de la planète. Bref, Alexander commence la lutte et l'histoire est en marche. À force de travail, d'abnégation et grâce à une génétique, on l'a dit, très avantageuse, il monte rapidement les échelons et se fait un nom. À 18 ans, il remporte le titre de champion du monde. Le lien qu'il tisse avec son entraîneur est unique. Alexander aime la pédagogie avec laquelle enseigne Victor. Il aime également sa manière de penser, autant dans le monde du sport que dans tout autre domaine. C'est simple, la confiance est totale envers son coach au point qu'il dira « S'il me disait de sauter dans le feu, je demanderais à quelle hauteur ?» Ils travailleront ensemble pendant 30 ans. Je vous mets au défi de trouver des athlètes qui sont restés aussi longtemps avec le même coach. Je suis même pas sûr qu'il en existe. Les entraînements d'Alexander sont terribles. Il travaille à fond l'endurance, les efforts longs avec charge et les combats à intensité maximale répétés sans récupération. Victor le fait travailler en extérieur, même en plein hiver, lorsque la température descend à -20, voire -30 degrés. Il veut que l'inconfort de son élève devienne banal. Il veut lui forger un mental à toute épreuve. Bref, il veut que son petit, vous le voyez pas là, mais j'ai mis des gros guillemets, ait un avantage psychologique avant le début du combat. Et on verra plus tard que cet avantage psychologique, il aura toute son importance. Alexander est désormais passé chez les seniors. Il mesure 1,91 m et pèse 129 kg, tout en muscles.
Au championnat du RSS, il affronte les meilleurs lutteurs de la planète. On dit qu'il est souvent plus dur de devenir champion du RSS de lutte que champion du monde, car le pays est peuplé des meilleurs lutteurs au monde. D'ailleurs, on retrouve ça dans certains sports comme la natation aux USA, le judo au Japon, le tennis de table en Chine. Je m'arrête là, mais la liste est encore longue. Il n'est alors pas difficile de comprendre que dans certains pays, le vrai championnat du monde se joue à la maison. Et cette phrase n'est pas anecdotique, puisque va alors se produire quelque chose d'assez courant chez un sportif, et pourtant tellement exceptionnel chez Alexander, une défaite. Le « une » n'est pas ici un déterminant de type article indéfini, mais un adjectif numéral cardinal. Oui, pardon, des formations professionnelles certes, mais qui va avoir son importance pour parler de notre sportif. Je le redis, parce que sinon vous n'allez pas y prêter l'attention qu'il faudrait. Alexander perd en finale des championnats du RSS en 1987 face à Igor. Il finit donc deuxième. Et si je vous disais maintenant que c'est son plus mauvais classement de toute sa carrière? Par la suite, il remportera les championnats du RSS en 1988, 89, 90, 91 et 92. Et après ? Bah non, il n'a plus remporté les championnats du RSS. Pourquoi ? Non pas parce qu'il s'est fait battre, mais simplement parce que son pays s'appelait désormais la Russie. Et il rajoute les titres nationaux de 1993, 94, 95, bref, jusqu'en 2000. Ok, mais au niveau supérieur, les championnats d'Europe, ça donne quoi ? Bah, il a participé à 12 d'entre eux et les a tous gagnés. Ok, mais si on regarde encore au-dessus ? Tu veux sûrement parler des championnats du monde ? Oui, effectivement. Il a participé à 9 d'entre eux et là aussi, il les a tous gagnés. Et si on regarde encore au-dessus, les JO ? Pas de problème. Mais avant cela, il faut que je te raconte quelque chose d'incroyable qu'on ne peut pas passer sous silence. Vas-y, je t'écoute. Là, déjà, on est en train de banaliser l'exploit alors que c'est un truc de ouf. Mais il y a encore plus fou. Il faut savoir que durant tous les combats dont on parle, certes, Alexander ne perd pas, mais il ne fait pas que de ne pas perdre de match, il ne perd pas de points. Alors, pour continuer, il faut que j'apporte quelques précisions afin que tout le monde sache comment se déroule un combat de lutte. Est déclaré vainqueur celui qui fait tomber son adversaire et lui maintient les deux épaules au sol durant 2 secondes, ou celui qui a marqué le plus de points à l'issue des 2 périodes de 3 minutes séparées par 30 secondes de récupération. Donc, et c'est là qu'il faut bien ouvrir ses oreilles, chez les seniors, de 1987 à 2000 avant les JO, Alexander n'a perdu que contre Igor, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Il a fait 884 combats, oui, je répète, 884 combats avec une seule défaite. Si vous n'avez pas la calculatrice à la place du cerveau, je vous aide. Ça fait un taux de réussite de 99,88%. Qui dit mieux ? Moi. J'ai encore mieux. Lors de ces 6 dernières années, il n'a pas concédé le moindre point. Je vais tâcher de faire une comparaison en termes footballistiques. Alors, je vais prendre le PSG, mais ça pourrait être l'OM, Lyon ou encore le Real. Imaginez juste un instant le PSG qui perd un match, puis gagne tous les suivants pendant 13 ans. Il n'y a pas de match nul, juste des victoires. Et comme si ça ne suffisait pas, lors de ces 6 dernières saisons, l'équipe n'encaisse aucun but. Oui, je sais, c'est improbable. Non pas parce que c'est le PSG, ils étaient quand même sur le toit de l'Europe la saison passée, mais parce que ça paraît totalement fou, absolument impossible. Alors, je sais, certains vont me dire « tu peux pas comparer du foot avec de la lutte ». Ok, alors je vais me rapprocher un petit peu plus de la lutte avec un autre sport de combat dont les affrontements durent à peu près la même durée. Qui ne connaît pas Teddy ? 2m04, 140 kg, un judoka hors norme dans tous les sens du terme. Entre 2010 et 2020, il a écrasé ses adversaires. Il n'y a pas d'autre mot. Aucune défaite pendant cette période. Il a enchaîné 154 victoires. À ce moment-là, on se demandait quand est-ce qu'arriverait celui qui le battrait. Eh bien, dites-vous qu'Alexander, il a fait plus de 5 fois ce nombre de combats sans perdre. C'est tellement énorme que ça paraît improbable, impossible, incommensurable. Eh bien pourtant, c'est ce qu'a accompli Alexander. Donc, pour revenir à ta question concernant les JO, je vais pas te surprendre si je te dis qu'il a gagné les JO de 88, 92 et 96.
Et ceux de Sydney en 2000, me direz-vous ? Eh bien, j'y viens justement. C'est là tout l'enjeu de l'épisode du jour. Nous sommes en septembre 2000, au JO de Sydney. C'est la dernière année de compétition pour Alexander, et il veut terminer sa carrière avec une 4e médaille d'or consécutive. Ce serait un exploit. Son nom, bien qu'il est déjà dans toutes les têtes, resterait à jamais dans la légende. Sans grande difficulté, il accède à la finale. Certains de ses adversaires préfèrent même faire une faute qui leur fait perdre des points que de se prendre un reverse body lift. Ce mouvement, c'est le spécial d'Alexander. Il s'agit de lever son adversaire qui est au sol et le faire s'écraser sur le dos, si ce n'est pas sur la nuque. Alors, autant c'est un mouvement qu'on voit assez régulièrement dans les catégories plus légères, autant on ne le voit jamais chez les poids lourds. Et pour cause, il faut être capable de soulever un gros bébé de plus de 120 kg qui se débat dans tous les sens. En fait, il n'y a qu'Alexander qui y arrive. C'est pourquoi ce mouvement sera surnommé le Karelin Lift. Comme je le disais plus tôt, Alexander avait un avantage psychologique. Il effrayait ceux qui croisaient sa route. Nombreux sont les adversaires qu'il a affrontés et qui, plutôt que de faire un vol plané, ont préféré se mettre sur le dos, perdant des points et risquant sérieusement de se faire finaliser. Ainsi, il gagnait certains combats sans trop se fatiguer. Pourtant, en finale, il tombe contre un Américain coriace qui va lui donner du fil à retordre. Son prénom ? Rulon. Ses mensurations ? 1m85 pour 130 kg, la limite haute de la catégorie. Mais, contrairement à Alexander qui était très bien taillé, Rulon ressemble davantage à une barrique. Se servant de son physique, il colle Alexander pour l'empêcher de trouver le levier nécessaire pour le soulever avec sa prise habituelle. Les 3 premières minutes passent, les 2 adversaires se neutralisent, aucun point n'est marqué. La deuxième partie du combat a commencé depuis seulement 20 secondes qu'Alexander commet une faute. Il relâche son étreinte pour mieux se réajuster. Et là, il faut que je vous parle d'une règle particulière. Particulière parce qu'elle n'est entrée en vigueur que peu de temps avant ces JO et qu'elle sera abandonnée 5 ans plus tard. Pour dynamiser les combats et éviter les matchs nuls ou trop passifs, la Fédération internationale de lutte, la FILA, avait instauré une règle spécifique. Si aucun point n'est marqué après une certaine période de combat, les lutteurs étaient placés en position de clinch, un corps à corps. Ils devaient se saisir mutuellement autour du buste, bras verrouillés, et il leur était strictement interdit de rompre la prise, autrement dit de lâcher les mains, avant que l'arbitre n'en donne l'ordre ou qu'une action ne soit finalisée. Celui qui lâchait la prise était pénalisé d'un point au profit de son adversaire. Et alors que les 2 gros bébés sont dans les bras l'un de l'autre et tournent, Alexander relâche son étreinte le temps d'1 seconde pour la réajuster. Mais les juges ont vu cette faute. Intervient alors l'arbitrage vidéo. Alors, quand moi je parle des années 2000, j'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps. Pourtant, quand on regarde le replay de ce combat, c'est hallucinant de voir les juges autour d'un caméscope des familles avec la télécommande à la main, visionner et revisionner la scène. Bref, blague mise à part, le Russe perd un point. Et voilà que l'Américain mène. C'est un truc de déglingo ce qui se passe, comme dirait Mathieu. Rappelez-vous, ça fait 6 ans qu'Alexander n'a pas perdu le moindre point. Il essaye de rattraper son retard, mais le temps file et Rulon est constamment sur la défensive. Arrive ce que personne ne pensait voir arriver, Alexander perd. C'est un séisme d'ordre mondial. Certains diront que la défense fait partie du jeu. Moi, je suis de ceux qui disent que Rulon n'a pas gagné son point. C'est Alexander qui le lui a donné. Ça change quoi, me direz-vous ? Rien. Rulon est médaille d'or et Alexander est en argent. Moi, je dis que ça fait que cette force de la nature termine sa carrière sur un revers, mais que néanmoins, durant ces 13 années de compétition, aucun de ses nombreux adversaires n'a réussi à le faire tomber, au sens propre du terme. Alexander, l'ours russe, a été un athlète hors norme. Si je rajoute qu'à son incroyable carrière sportive, il est un homme très cultivé, d'une gentillesse rarement rencontrée et altruiste, je pense que vous comprenez toute l'admiration que j'ai pour cet homme. D'ailleurs, après le sport, il s'est orienté vers la politique, où il occupe actuellement un poste de sénateur. Il a même reçu le titre officiel de héros de la Fédération de Russie. Et en parlant de héros, nous aussi on en a un.
dont j'ai prononcé son nom un petit peu plus tôt dans le récit. Également un colosse extraordinaire qui mériterait son épisode, notamment pour raconter son combat mémorable contre Tatsuru. Mais ça, c'est une autre histoire.